Confinée avec un inconnu. Marie soupira bruyamment. Elle avait souhaité ce matin en se levant un changement dans sa vie. Mais pas ça. De désespoir, elle posa sa tête sur son bureau en gémissant. Son patron l'envoyait en déplacement. Elle qui détestait ça. Et pour couronner le tout, son compagnon de voyage serait Ted, surnommé le Grizzly. Cet homme ne savait pas sourire, ne pensait qu'au travail, ne se déridait que lorsque les chiffres du mois apparaissaient sur son écran. « J'espère que tu seras prête à l'heure, dit-il en surgissant brusquement à côté de son bureau. « Tu n'es pas malade au moins. Avec ce méchant virus qui circule, je préfère éviter d'être contaminée. » Marie ouvrit grand la bouche, offusquée. Voilà maintenant qu'il la regardait comme une pestiférée. Non mais quel toupet! Elle plissa les yeux. Et si elle toussait? Peut-être qu'on choisirait quelqu'un d'autre pour ce voyage. Oserait-elle aller jusque-là? Oui, mais voilà, si elle réussissait cette mission, elle aurait sûrement un avancement et une prime conséquente. Son amie Manon la regarda en souriant, l'incitant à se servir de cette excuse. Mais Marie grimaça. Pas question de renoncer à un avenir brillant. Qui me dit que ce n'est pas toi qui es porteur du virus? Il paraîtrait qu'il préfère les vieux. Ted se redressa en la fusillant du regard avant de s'éloigner. Et toc. Non mais franchement, et dire qu'elle allait devoir le supporter pendant au moins 5 jours. Autant dire une éternité. Manon s'approcha en pouffant de rire. Voilà un déplacement intéressant, la belle et la bête. Je me demande qui aura raison de l'autre. Mais je croyais qu'ils avaient décidé de reporter tous les déplacements à cause de ce virus. Oui, mais le client insistait. De toute façon, le pire des virus sera dans la voiture à mes côtés. Il va finir par avoir ma peau. En plus, je suis persuadée qu'il est du genre à ne pas vouloir me céder le volant. Cela ne m'étonnerait pas. Butor et macho. Marie arriva le lendemain au travail la mine défaite. Pas moyen de trouver le sommeil. Ted l'attendait déjà devant le véhicule. Il la détailla avec attention avant de grimacer. Elle se redressa légèrement vexée. Décidément, la journée commençait bien. Voilà qu'elle sentait poindre une migraine XXL. Je trouve que tu as mauvaise mine. Tu es certaine de ne pas être contagieuse. Ah là là, c'est ta joie de vivre qui est contagieuse, Ted. Marie mit alors ses mains sur ses hanches. Écoute, nous en avons pour 5 jours. Tu ne m'aimes pas et moi non plus. Mais nous avons une mission, alors autant concentrer nos efforts sur cet objectif. Ainsi, nous reviendrons le plus vite possible. Ted sembla vexé par son côté direct. Il prit ses bagages qu'il mit dans le coffre un peu rudement. Puis, sans un mot, se mit derrière le volant. Marie soupira. Ils en avaient pour 6 heures de route avec des petites pauses. En plus, cet homme de Néandertal pensait bien sûr qu'une femme ne savait pas conduire. Super. Il ne lui avait même pas proposé. Décidément, plus elle le côtoyait, plus elle le trouvait charmant. Elle alluma la radio, mais le regretta aussitôt. Ils égrenaient en boucle le nombre de victimes dues au virus. Il ne manquait plus que ça. On aurait dit une assemblée de vautours derrière des micros se réjouissant de ce monstre invisible qui gagnait du terrain. Elle fronça les sourcils. Ted la regarda puis éteignit la radio. C'est plutôt déprimant. De toute façon, on n'y peut rien. On suit les recommandations, c'est tout ce qu'on peut faire. J'espère que tu t'es bien lavé les mains avant de partir. Marie ouvrit grand les yeux. Non mais quel toupet! Elle se demanda si dans le fond elle ne préférerait pas affronter ce méchant virus. Ce voyage avait intérêt à être constructif. Pas question d'endurer tout ça pour rien. Un éclair déchira le ciel avant de déverser des trombes d'eau sur eux. Et voilà que même les dieux étaient contre eux. Rien de pire ne pouvait arriver. Ted se concentrait sur la conduite. La route disparaissait. Impossible d'apercevoir quoi que ce soit. Marie se mordit à les lèvres. Il jura, mit le clignotant et se gara sur un terre-plein. La maison de mon grand-père est juste à côté d'ici. Je pense qu'on devrait s'y arrêter pour la nuit. C'est plus prudent, conduire devient beaucoup trop dangereux. Oh non, s'exclama Marie, pas question de le déranger. Nous n'avons qu'à aller jusqu'à la prochaine ville. Il doit bien y avoir un hôtel, ça sera plus simple. Mais non, affirma-t-il en reprenant la route. Marie n'eut même pas le temps de rouspéter qu'il engagea leur véhicule sur une petite route de campagne, tellement étroite qu'elle ferma les yeux pour éviter de voir la voiture basculer dans un fossé. Au bout de 5 minutes, il passa un vieux portail en fer forgé. Marie essaya bien de distinguer le paysage, mais la pluie intense créait comme un brouillard.
Ils avancèrent sur un chemin bordé d'arbres majestueux. Elle ne put retenir un petit cri en apercevant l'immense bâtisse de pierre grise. C'est une maison très ancienne, elle a toujours été dans ma famille. On dirait le palais des horreurs, répliqua Marie stupéfaite. Bon, d'accord, je l'avoue, elle n'est pas à son avantage avec ce temps maussade. Mais par beau temps, elle a meilleure allure, je t'assure. Marie grimaça. Elle doutait que quoi que ce soit puisse rendre cette masure accueillante. Et ton grand-père, tu ne l'as même pas prévenu. Je ne voudrais surtout pas le déranger, dit-elle en mordillant ses lèvres. Oh, il ne dira rien, il est mort il y a 6 mois. Il est enterré dans un petit cimetière familial derrière la maison. Marie le regarda stupéfaite. Faisait-il de l'humour? Non, Ted ne savait même pas ce que ce mot signifiait. Mort? Répéta-t-elle doucement. Ted eut un petit sourire en coin. De mort naturelle, hein, si cela te rassure. Ah, très drôle. Mais alors, qui vit là? Personne, j'ai tout fermé après son enterrement. Cela va faire du bien d'amener un peu de vie dans cette maison. Elle en a bien besoin. C'est surtout de restauration qu'elle a besoin, ne put s'empêcher de préciser Marie. Un éclair zébra le ciel, leur rappelant sa violence. Dépêche-toi, c'est de pire en pire. Va sous le porche, je m'occupe des bagages, ordonna Ted en sortant de la voiture. Marie grelottait de froid et de peur. Ces vieilles bâtisses la mettaient toujours mal à l'aise. Les odeurs, les craquements, les couleurs sombres, c'était plutôt angoissant. Et partager cette expérience avec le grizzly, c'était le comble. Pour une fois, Ted se montra plutôt gentil. Il lui indiqua une chambre avec salle de bain attenante, déposa ses valises, non sans avoir râlé sur le nombre de choses inutiles qu'une femme trimbalait avec elle. Marie soupira. C'était tout Ted. Chasser le naturel, il revient au galop. En redescendant, elle le trouva dans la cuisine en train de siffloter. Elle ouvrit de grands yeux. Mais qu'y avait-il en cette situation pour qu'il soit si heureux? Elle touchait le fond du désespoir. La voilà enfermée dans une vieille bâtisse effrayante, en compagnie du grizzly, avec des trombes d'eau qui se déversaient sur le toit. Le repas fut plutôt agréable. Ted mettait du sien pour la détendre, et Marie décida de faire des efforts. Après tout, elle était à l'abri, et demain il reprendrait la route. Ta famille a donc toujours vécu ici? Demanda-t-elle. Oui, cela fait plus de 400 ans pour être précis. C'est un peu éloigné de tout, comme tu as pu t'en rendre compte. C'est peut-être pour ça que nous sommes un peu ermites et sauvages. Des grizzlies? Dit-il avec un sourire en coin. Oh, tu savais? Je suis désolée, répondit-elle en s'empourprant. C'est que depuis ton arrivée il y a 6 mois, on ne peut pas dire que tu te sois montré très ouvert et joyeux. Ted fit tourner son verre entre ses doigts. Je venais de perdre mon grand-père. C'était le dernier membre de ma famille. C'était une période plutôt difficile. Je reconnais que je ne me suis pas montrée sous mon meilleur jour. Après le repas, ils rejoignirent leur chambre. Marie en profita pour appeler sa meilleure amie Manon. Oh, ma pauvre Marie, j'ai vu la météo. Quel temps! Vous avez pu trouver un hôtel en attendant? Marie lui résuma la situation et le comportement de Ted depuis leur arrivée. Quoi? Toute seule avec le grizzly dans une maison abandonnée? Donne-moi l'adresse. J'enverrai des secours demain à la première heure. Marie pouffa de rire et lui raconta les raisons du caractère maussade de Ted. Bon, mais si tu veux mon avis, reste sur tes gardes. Tu connais le syndrome de Stockholm? Non, mais arrête ton délire, tu vois trop de films, Manon. D'abord, il ne m'a pas kidnappée, et non, je ne le trouve pas irrésistible du tout. Tout en disant cela, Marie revoyait ses yeux sombres posés sur elle au cours du repas, cette petite fossette qui apparaissait quand il souriait. Elle se coucha en repensant à ce que venait de lui dire Manon. Et si celle-ci avait raison, tomberait-elle sous l'emprise de Ted à son insu? Le lendemain matin, elle se leva de meilleure humeur. C'était un rayon de soleil qui avait effleuré sa joue. Marie se précipita vers sa fenêtre et aperçut une vieille dame toute courbée, entièrement vêtue de noir, qui déposait un bouquet de fleurs sur une tombe. Oh, génial! Sa chambre donnait sur le cimetière. Elle déglutit avec peine. Voilà un mauvais présage. Elle se précipita sous la douche et s'empressa de s'habiller pour rejoindre Ted. Ils allaient sûrement reprendre la route rapidement. Mais en arrivant dans la cuisine, celle-ci était vide. Il avait laissé à son attention du café encore chaud,
des biscottes et de la confiture. Mais où était-il passé? Il revint au bout de quelques minutes, la mine renfrognée. Ah, voilà le Ted qu'elle connaissait bien. La route est impraticable, dit-il d'un air bougon. Le violent orage de la nuit dernière l'a inondée par endroits. À d'autres, les trous sont si énormes que nous ne passerons pas. Marie ouvrit grand les yeux de désespoir. Ce n'est pas le seul de nos problèmes, hélas. Mais que pouvait-il y avoir de pire? Marie voyait sa prime et sa promotion s'envoler d'un seul coup. Ils viennent de décréter le confinement en raison du virus. Le quoi? Mais tu es fou, c'est impossible, ça n'existe pas le confinement, argua-t-elle furieuse de voir son monde s'écrouler. Mais tu n'as qu'à écouter les infos, cela passe en boucle. Nous n'avons le droit de sortir que pour faire des courses et encore le minimum. Mais c'est impossible. Je ne peux pas rester coincée ici avec toi dans ce trou perdu. J'ai une vie, moi, s'écria-t-elle désespérée. Moi aussi, figure-toi, répliqua Ted furieux tout à coup. Si tu crois que je suis enchantée de me retrouver coincée avec toi ici. Furieuse, Marie se leva. Elle avait besoin de s'éloigner de cette maudite maison. Elle sortit en claquant violemment la porte derrière elle. Marie, ne sois pas stupide, tu ne peux aller nulle part, hurla Ted derrière elle. Mais elle étouffait. Confinée? Elle? C'était impossible et tellement angoissant. Elle chercha des infos sur son téléphone. On parlait de 15 jours, mais beaucoup parlaient de 45 jours. Marie renifla. Elle n'arrivait plus à lire. Les larmes brouillaient sa vision. Elle se laissa tomber sur un rocher, en proie au plus grand des désespoirs. Une main se posa sur son épaule. Ted, qui était très grand, s'agenouilla devant elle. « Hé, ce n'est pas la fin du monde. Regarde autour de toi. D'accord, nous ne nous connaissons pas bien, mais c'est peut-être l'occasion de le faire. Tu aurais pu être confiné dans ton petit appartement sur Paris. Ici, tu as une immense maison, un parc encore plus grand pour te promener. » Marie regarda la grande bâtisse. Non, même sous le soleil, elle n'était pas rassurante. Et pour manger, on fera comment? Ted sourit, et pour la première fois, Marie lui trouva un charme fou. Sûrement le syndrome de Stockholm. Manon avait bien raison. Viens, suis-moi, dit-il en se levant et en lui tendant la main. Marie se laissa faire. Il y avait quelque chose de rassurant que de sentir cette grande main douce et chaude qui enveloppait la sienne. Depuis l'annonce de leur confinement, elle sentait un grand froid en elle, comme si quelque chose s'était brisé. La peur, sûrement. Et Ted était fort et calme. Il l'entraîna vers le bois qui jouxtait la propriété et faisait partie de son parc. Non, mais franchement, il n'allait quand même pas lui proposer une petite promenade, ce n'était vraiment pas le moment. Elle regarda son pantalon blanc et ses chaussures à talons aiguilles. Elle s'était habillée pour reprendre la route, pas pour faire une randonnée. Mais avant qu'elle puisse se rouspéter, elle vit Ted lui lâcher la main et se pencher vers un amas buissonneux. Elle le regarda faire, sans comprendre. Elle aperçut comme un escalier de pierre qui descendait entre des rochers. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle surprise. « Cette maison est construite sur les ruines d'un vieux château fort du Moyen Âge, » dit-il en descendant les quelques marches usées par le temps. Il poussa une porte de chêne lourde, un véritable vestige du temps passé, puis se servit de son téléphone pour éclairer autour de lui. Marie, piquée par la curiosité, en fit de même. C'était impressionnant. La pièce était immense. Il y avait une croisée d'ogives au plafond. Marie avait la bouche grande ouverte de surprise. Mais où se trouvait-elle? Elle regarda chaque détail. Il y avait des étagères de tous les côtés, chacune garnie de victuailles. Il pouvait tenir un véritable siège, et ce, pendant au moins 1 an. Mais c'est quoi tout ça? Ton grand-père était un survivaliste? Ted éclata de rire en regardant autour de lui. Mon arrière-grand-père Théodore avait connu les 2 guerres, et il avait décidé de transformer cette pièce en réserve pour survivre pendant la présence des Allemands. Mon grand-père Paul a été élevé avec cette peur, et il a continué à faire des réserves. Je le traitais de vieux fou, mais aujourd'hui, dit-il avec de l'émotion dans la voix, si de là-haut il voit tout ça, il doit bien rire. Au moins, cela nous sera utile, précisa Marie en regardant tout le contenu de leur garde-manger. Au fait, j'ai vu une vieille dame qui déposait des fleurs sur une tombe ce matin. Ah oui, c'est la vieille Lucie. Elle vit juste à côté.
Oh, elle doit avoir dans les 90 ans. Elle dépose chaque jour un bouquet sur les tombes de ma famille. Mais pourquoi? Ted haussa les épaules. Il faudrait peut-être voir si elle a besoin de quelque chose, tu ne crois pas? Demanda Marie. Oh, c'est une dure à cuire. Elle a connu la guerre, elle est sûrement mieux équipée que nous. Mais j'irai la voir, tu as raison. Nous lui fournirons tout le nécessaire. Bon, viens, rentrons, il fait plutôt froid ici. Il attendit qu'elle ressorte et referma la porte avec attention. C'était plutôt bien vu, une cache ici, insista-t-elle en regardant autour d'elle. Mon grand-père n'aimait pas parler de cette période, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je crois qu'il avait trop de mauvais souvenirs. Cependant, il m'a raconté un jour que les Allemands recherchaient de la nourriture dans toutes les maisons et pillaient tout ce qu'ils trouvaient. Je pense que cet endroit a dû permettre à ma famille de survivre. Marie hocha la tête. Jamais de sa vie elle n'aurait cru que cet endroit leur permettrait aussi à eux de survivre. Marie, dit-il en mettant sa main sur son bras, ne t'inquiète pas, on s'en sortira, je te le promets. Je sais que je ne suis pas forcément la personne idéale pour partager ce confinement, mais moi, je suis heureux d'être avec toi. Elle baissa la tête, honteuse de son attitude à son égard. Dans le fond, Ted n'était pas un mauvais bougre, plutôt taciturne, mystérieux et solitaire, mais il était aussi rassurant et plutôt gentil. Je, je suis désolée pour tout ce que je disais sur toi, mais je suis contente d'être là avec toi. Cela aurait pu être pire, affirma-t-elle avec un grand sourire. Ted pouffa de rire. Ses yeux pétillaient de bonheur. Viens, je vais te faire visiter la maison. Marie grimaça. Tu crois qu'il y a quelque chose à voir dans cette demeure ancestrale? Tu seras surprise, crois-moi. Il l'entraîna dans le salon, aussi lugubre et sombre qu'elle l'imaginait. Elle retint un soupir, ne voulant pas le peiner. Viens voir l'atelier de mon arrière-grand-père. Oh, tu sais, la menuiserie et moi, ce n'est pas vraiment mon truc, hein. Mais de quoi parles-tu? Mon grand-père était un peintre, et plutôt doué, tu verras. Marie resta médusée d'admiration. C'était un véritable artiste. Il y avait de nombreuses toiles représentant cette maison sous un meilleur jour. Cependant, quelque chose l'interpella, sans savoir quoi précisément. Elle regarda chaque toile avec attention. Ted ne cessait de parler à ses côtés. Plus le temps passait, plus il semblait détendu, et elle fronça les sourcils. Oui, il paraissait même joyeux. C'est fou, précisa-t-elle. On dirait que tout cela t'amuse. Marie, vis-le comme une aventure. Nous ne pouvons rien y faire, il faut patienter. Alors, autant voir le verre à moitié plein, tu ne crois pas? Nous avons un abri, de quoi manger sans se priver, et un espace extérieur. Beaucoup n'en ont pas autant. Marie eut honte de sa réaction. C'est vrai, ils étaient au final plutôt privilégiés. Son appartement faisait 30 mètres carrés à peine, alors vivre confiné, isolé du monde, aurait été très difficile à supporter. Ce soir-là, lorsque Ted posa son assiette devant elle, Marie eut envie de pleurer. Quoi, tu n'aimes pas ça? Non, je me disais, c'est fou quand même. Un type à l'autre bout du monde mange une soupe de... Oh, tu peux le dire. Je crois que c'était de la chauve-souris, reprit-il avec un sourire en coin. Oui, Burke. Et voilà qu'il arrive à tuer des milliers de gens, qu'il provoque l'arrêt de l'économie mondiale. Tu sais, j'ai du mal à y croire. Certains parlent même d'un laboratoire. Oh là, Marie, j'entends déjà les rouages de ton cerveau se mettre en fonction. Écoute-moi, d'abord, ce ne sont que des rumeurs, rien n'est prouvé. C'était inéluctable, tôt ou tard cela serait arrivé. Les gens voyagent de plus en plus, il fallait s'y attendre. C'est arrivé aujourd'hui, c'est tout, et nous ferons avec, ne t'inquiète pas. Les jours suivants, une certaine routine s'installa. Ted passait des heures à fouiller le bureau de son grand-père. Il avait retrouvé les plans du château fort et semblait fasciné par son histoire. Marie, elle, préférait profiter du parc, s'amusant à remettre en état le jardin. Elle était en train de tailler un rosier quand Ted surgit à ses côtés, excité, les yeux brillants. Viens voir ce que j'ai trouvé, laisse tomber tout ça. Mais cela peut sûrement attendre, j'en ai pour quelques minutes. N'oublie pas que nous sommes coincés ici encore pour un bon bout de temps. Tu as entendu les infos déprimantes de ce matin? Le nombre de morts ne cesse de croître. Non, maintenant, dit-il en la prenant par la main, la tirant presque derrière lui. Ted, j'espère que cela vaut le coup. Oh que oui, nous avons une aventure à vivre. Une aventure? Quelle aventure? Reprit Marie stupéfaite. Une fois arrivé dans le bureau de son grand-père, il se pencha vers des plans.
Regarde. Marie fronça les sourcils. Les vieux documents, ce n'était pas sa grande passion. Oui, et alors? Ce sont les plans du vieux château fort. Mon arrière-grand-père avait dû les retrouver. Il était passionné d'histoire. Tant mieux pour lui. Et alors? Reprit Marie. Ted eut un petit sourire en coin. Regarde, voici le fameux garde-manger. Tu vois cette grande salle voûtée? Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle donne accès a priori à une autre salle encore plus grande. Oui, et alors ce n'est pas surprenant, tu l'as dit toi-même, il y avait un château fort ici. Ted se retourna brusquement, prenant des documents qu'il étala sur les plans. Mon arrière-grand-père avait fait faire des travaux au début de la guerre. Regarde, tout est là. Mais pourquoi? C'était un homme passionné d'histoire et très intelligent. La preuve, il avait prévu et anticipé les problèmes. À mon avis, il a voulu cacher quelque chose. Mon père m'avait dit un jour que cette maison dissimulait un secret, mais ni son père ni son grand-père ne voulaient en parler. Quelque chose? Quoi? Un trésor? Insista Marie, les yeux pétillants tout à coup. Ted éclata de rire. Tiens donc, je croyais que l'histoire ne t'intéressait pas du tout. Elle grimaça d'un air mutin. L'histoire et toutes les dates à retenir, ça m'ennuie, hein, c'est vrai. Mais là, nous parlons d'un trésor, affirma-t-elle en mettant son index sous son nez. Ted éclata de rire tout joyeux. Aide-moi, nous devons trouver plus d'infos sur ces fameux travaux. Marie ne se le fit pas dire deux fois. Elle essuya ses mains sur son pantalon et se saisit d'une pile de documents. Au bout de quelques heures, elle se sentait fourbue de chercher immobile. Marie décida de se détendre un peu. Elle retourna dans l'atelier de l'arrière-grand-père et s'installa sur une table face au tableau. Ted la rejoignit et se mit à ses côtés. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je ne sais pas, » dit-elle en soupirant. « Tu sais, on dit qu'un artiste se révèle dans ses œuvres, qu'il suffit de savoir les déchiffrer. » « Et alors ?» « Depuis le début, quelque chose me chiffonne. Regarde, il a classé ses tableaux par ordre chronologique. Toujours la même vue. » Sûrement parce qu'il adorait sa maison et son parc. Marie grimaça. Je pense qu'il y a autre chose. Regarde les couleurs sur les premiers tableaux. Elles sont éclatantes, joyeuses. Mais là, dit-elle en montrant une œuvre, on dirait une rupture dans le style. On sent une profonde tristesse. Il décrit plutôt l'automne, l'hiver. Ben, peut-être qu'en prenant de l'âge, il a changé son style. Bon, c'est vrai, hein, c'est pas très joyeux. Tu sais, mon grand-père le décrivait comme un homme morose, toujours triste, aigri, très renfermé. Ben, ça se confirme. Marie le regarda en souriant. Oh, je sais ce que tu penses, mais j'ai changé, non, Marie? C'est vrai, elle pouffa. Si Manon te voyait, elle n'en reviendrait pas. Comment va-t-elle au fait? Marie grimaça tristement. Oh, tu avais raison. Manon déprime terriblement dans son petit appartement. J'aurais sûrement été comme elle, c'est vrai. Ici, le confinement me pèse moins. Et presque plus, dit-elle en se mordillant les lèvres. Je te l'avais dit, conclut joyeusement Ted. Viens, nous devons retourner dans le garde-manger et découvrir le secret que cachait mon arrière-grand-père. Marie avait l'impression d'avoir 8 ans et de vivre une grande aventure. Elle se précipita derrière Ted, le cœur battant, et réalisa qu'elle ne pensait plus à ce virus depuis quelques jours. À Paris, elle vivait sur un rythme frénétique, travaillant comme une folle pour cette promotion. Et là, elle se redécouvrait. Elle regarda sa tenue, un jean souillé de terre, une grande chemise. Oh, elle était bien loin de la working girl. Elle passa ses mains sur son visage. Oh, elle ne se maquillait même plus. Et s'empourpra, honteuse. Elle partageait son quotidien avec un homme superbe et ressemblait à une Cendrillon des temps modernes. Mais Ted, lui, ne semblait pas choqué. Oh, peut-être ne la remarquait-il même pas. Elle avait été si odieuse avec lui. Sans savoir pourquoi, cette idée la dérangea profondément. Ted ouvrit la porte et Marie fut assaillie comme à chaque fois par l'odeur de renfermé. Il mit ses mains sur les hanches. Bon, maintenant il faut trouver ce fameux mystère que recèle cette pièce. Il examina chaque pierre, chaque trou, sans succès. Marie leva les yeux
et admira le travail de sculpture du plafond. « Regarde cette voûte en ogive. »« Oui, c'est typique du Moyen-Âge, et alors ?» répondit Ted sans lever la tête. « Oui, mais là, gros malin, on semble deviner le début d'une autre croisée d'ogives. » Ted releva brusquement les yeux en fixant le plafond avec attention. Tout joyeux, il poussa un cri en soulevant Marie pour la faire tournoyer dans les airs. « Nous avons trouvé !»« Viens, il faut déblayer toute l'étagère du fond, » décida Ted, excité par cette découverte. Marie soupira. C'était là un travail de titan, mais l'enthousiasme de Ted était communicatif. Une fois l'étagère vide, ils restèrent un moment à l'observer. Que faire maintenant? Marie se recula et fit tomber une boîte au sol qui roula sous le meuble. En se baissant, elle remarqua un détail et poussa un petit cri de surprise. « Regarde, Ted, cette étagère est différente des autres. Elle effleure le sol, mais ne repose pas dessus. » Ted s'accroupit à ses côtés et commença à examiner chaque étagère. « Intéressant. Les autres sont creuses. Celle-ci a un fond en bois. Sûrement un accès à la pièce dissimulée. Il faut trouver le système d'ouverture. » Marie se mit à secouer de toutes ses forces l'étagère, mais Ted l'arrêta en riant. « Et je suis certain que le système est beaucoup plus subtil. Cherche plutôt un détail. » Marie soupira. Elle n'avait pas beaucoup de patience, et là, elle brûlait de découvrir le fameux mystère de cette pièce. Ted passa ses mains sur le fond et se retourna vers elle victorieux. « On sent un souffle d'air. C'est bien un passage. » Marie s'approcha de plus près et sursauta brusquement. « Là, Ted, regarde, c'est étrange. Cette étagère a un taquet plus bas, comme si... » « Comme si on pouvait la baisser ? Pousse-toi, laisse-moi faire. » Marie sourit. Voilà que le macho était de retour. Comme si elle ne pouvait pas appuyer elle-même sur ce taquet. Mais aujourd'hui, elle supportait mieux son caractère. Elle avait appris à l'apprécier. Oh, ce n'était pas un mauvais bougre dans le fond. On entendit un bruit sourd, et Ted tira doucement sur la porte qui grinça lugubrement. Marie se mordit les lèvres, le cœur battant. Qu'allait-il découvrir? Ted passa le premier. Marie s'accrocha à sa chemise, prête à fuir au premier danger. C'était une immense pièce voûtée, très sombre. La lumière venait de deux petites ouvertures, mais des buissons en bloquaient l'accès. « Attends, je vais écarter ces buissons, ils sont sur la petite cour intérieure, là où mon grand-père mettait ses chiens. »« Quoi? Tu veux me laisser toute seule ici ?» Marie, pétrifiée, le regarda sortir. Ce fut un bruit étrange qui la précipita dehors. « Sûrement des chauves-souris, » pensa-t-elle en grimaçant. Ted, en revenant, se moqua gentiment d'elle. « Je vois que ton côté aventurier a des limites. Je déteste les chauves-souris, les rats, les souris, les serpents. J'y peux rien, » conclut-elle piteusement. « Bon, je passe en premier. Ne touche à rien, on ne sait jamais. » Marie n'avait pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Elle regarda ébahie autour d'elle. On aurait dit un dortoir. De chaque côté se trouvaient des lits. Au fond de la pièce, il y avait une immense table et des bancs. Les ouvertures dégagées leur permettaient de mieux distinguer les détails. Marie se pencha. Elle remarqua au-dessus de chaque lit des dessins d'enfants avec des noms, parfois gravés directement dans la pierre. Elle se sentait oppressée, comme si quelque chose de grave s'était passé ici. Elle se tourna vers Ted en déglutissant péniblement. Que faisaient des enfants enfermés dans un tel lieu? Elle humecta ses lèvres avant de poursuivre. Ton arrière-grand-père était peut-être un serial killer, un détraqué sexuel, un... Ted eut un sourire moqueur. Il mit son doigt sur sa bouche. « C'est fou, tu vois toujours ce qu'il y a de mieux dans ma famille. Et pourquoi pas un Jack l'Éventreur français pendant qu'on y est? Mais regarde autour de toi, c'est bizarre, non ?» Ted se frotta le menton pensivement. En silence, il fit le tour de la pièce, s'arrêtant sur chaque lit. Marie le suivait silencieusement. Elle ramassa une vieille poupée de chiffon toute usée. Des jouets en bois traînaient au sol. Son cœur se serra. Mais que s'était-il donc passé ici? « C'est étrange, » reprit Ted. « Regarde. Eskenazi Paul, Benazra Rachel, Jeanne Lévy, Gisèle Klarsfeld, et ainsi de suite. Oui, alors, ce sont des noms, sûrement ceux des enfants qui ont dormi dans ces lits. Oh, je commence à avoir peur, Ted, dit-elle en s'accrochant à son bras. Non, c'est pas ça, Marie. Ce ne sont que des noms juifs.
Quoi? Mais quel rapport? Je comprends pas. C'est quoi tout ça? Ted passa les mains sur son visage. Il semblait très perturbé. Il faut absolument que je comprenne ce qui s'est passé ici. Je sens que c'est important, dit-il en la regardant intensément. Marie le tira pour l'entraîner vers la sortie. La lumière, la vie. Ce lieu était si oppressant. Ils restèrent un long moment assis dans l'herbe à fixer l'entrée du garde-manger. Le temps s'écoula doucement, sans qu'ils en prennent conscience. Ce fut la silhouette d'une vieille dame voûtée au fond du jardin qui attira leur attention. Ted se redressa brusquement. Hé, ce n'est que la vieille Lucie, affirma Marie pour le calmer. Justement, tu ne comprends pas. Elle est sûrement une des seules à savoir ce qui s'est passé ici. Pourquoi vient-elle déposer tous les jours des fleurs sur leur tombe? Il se précipita vers elle, et Marie n'eut plus que le choix de le suivre sans comprendre. Il s'arrêta devant la vieille Lucie, qui se tenait immobile devant les tombes. Elle se retourna, le fixa intensément en plissant les yeux. Ted dut s'humecter les lèvres avant de parler. « Je veux savoir. J'ai le droit. Ma famille a-t-elle fait quelque chose de mal, d'horrible ?» Le visage de Lucie s'adoucit. Elle s'approcha de lui, le prit dans ses bras. « Oh non, pas du tout. Au contraire. Mais Théodore ne voulait pas qu'on en parle. Je lui avais promis. J'ai trahi une fois cette promesse et je l'ai fait pleurer. Je m'en suis beaucoup voulu. »« Quoi? Mais quelle promesse? De quoi s'agit-il » interrogea Ted, le cœur battant. « Nous avons trouvé une pièce et on ne comprend pas. On sent le malheur, c'est atroce. »« Vous avez ouvert la pièce ?» interrompit Lucie, toute tremblante. Marie s'approcha pour la soutenir. Elle était si frêle qu'elle prit peur. « Oui, et c'est plutôt lugubre, si vous voulez mon avis, » précisa Marie doucement. « Je veux la voir. Une dernière fois, » murmura la vieille Lucie. « Vous connaissez ce lieu » demanda incrédule Ted. « Oh oui. Mais avant, creusez un trou ici, juste à cet endroit. » Ted secoua la tête. Pourquoi devait-il creuser un trou? Quel était ce nouveau mystère? Devant l'insistance de Lucie, il alla chercher une pelle. En entendant un bruit métallique, il s'agenouilla et sortit une boîte, parfaitement scellée, qu'il tendit à Lucie. « Venez, allons dans la pièce, je vous expliquerai tout. » Dans un grand silence, ils retournèrent dans le garde-manger. La porte sur l'immense pièce était encore ouverte. Lucie s'approcha silencieusement. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle serrait contre son cœur cette boîte. Elle passa doucement devant chaque lit en caressant d'une main la couverture. Marie l'entendait dire des phrases qu'elle ne comprenait pas, peut-être des prières. Lucie s'installa sur un lit et posa la boîte à côté d'elle. C'était le mien, Lucie Lévy. « Quoi » s'écrièrent en chœur Marie et Ted. « Oui, en 1942, mes parents décidèrent de quitter Paris. Les rafles de Juifs commençaient. On devait porter la fameuse étoile jaune. Mon père pensait que c'était le début d'un grand malheur. Alors, avec des voisins, des amis, de la famille, nous avons fui. Oh, les routes n'étaient pas sûres. Le danger rôdait partout. Mon père est mort pour nous protéger, reprit Lucie d'une voix empreinte d'émotion. Ma mère s'est alors retrouvée seule avec mes 2 frères et moi-même. Elle lui avait promis de nous protéger coûte que coûte. Au total, nous étions 23, 7 adultes et 16 enfants. Heureusement, il n'y avait aucun bébé parmi nous. Marie se laissa tomber sur le lit près de Lucie et lui prit la main pour l'inciter à continuer. Son regard était empreint d'une profonde tristesse. Ce récit la replongeait dans un passé si douloureux. Nous sommes arrivés dans ces bois. Nous étions pourchassés, traqués comme des bêtes. Les gens nous dénonçaient. Nous n'avions rien à manger. Certains nous avaient dépouillés de tout. Notre argent, nos biens. Nous étions au bout du rouleau. Il y en avait qui voulaient s'en remettre aux Allemands, pensant qu'après tout, un camp de travail ne serait peut-être pas pire que cette vie de misère. Ma mère, elle, n'avait pas confiance. Elle était persuadée que la mort nous attendait là-bas. C'est dans ces bois que nous avons rencontré Théodore, votre arrière-grand-père. Sans un mot, il nous a amenés ici. Il prenait de gros risques. Ceux qui aidaient les Juifs étaient soit déportés,
soient fusillés, eux et leurs familles. Marie regarda tristement autour d'elle. Depuis le début, elle pressentait un grand malheur. Nous avons vécu enfermés dans cette pièce. On avait juste un peu de lumière grâce à ces ouvertures qu'on refermait le soir pour ne pas avoir froid. Théodore fabriquait des jouets pour les enfants. Sa femme Jeanne cousait des poupées pour les petites filles. Oh, j'ai d'ailleurs gardé la mienne en souvenir. Marie se leva, en saisit une qu'elle mit sur les genoux de Lucie. Oui, celle-là était à Gisèle. Elle est morte en déportation. Mais je croyais que vous vous en étiez tous sortis, demanda stupéfaite Marie. Non, être enfermés, confinés dans ce lieu était très difficile à supporter. Nous ne pouvions sortir qu'à la tombée de la nuit, et sans faire le moindre bruit. Vous imaginez cette vie pour des enfants? Dès que nous parlions, nos parents mettaient leurs mains sur nos bouches. Avec le temps, j'avais appris à le faire moi-même. Je mettais mes propres mains pour m'empêcher de crier, de hurler ma souffrance, ma peur. Jeanne préparait plusieurs repas, en petite quantité, pour ne pas attirer l'attention, au cas où les Allemands seraient venus les voir. Oh, ils passaient souvent, mais n'allaient jamais dans la cour des chiens. Ceci était plutôt impressionnant, féroce. De toute façon, au moindre bruit, nous camouflions ces ouvertures. Vivre dans la peur permanente, ce n'est pas vivre, vous savez. Nous devenions des fantômes, pâles et maigres à faire peur. Votre famille se rationnait pour partager avec nous. Les adultes se privaient. Un jour, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle ne se mettait pas à table, mais j'ai compris ensuite. Elle sautait des repas. Marie sentit les larmes couler sur ses joues. Un jour, le fils d'un voisin m'a aperçue. Je n'en pouvais plus d'être enfermée. Je n'avais que 10 ans, je voulais juste m'amuser sous le soleil. Il est parti en courant. Quand je l'ai avoué à ma mère, elle a prévenu immédiatement Théodore et Jeanne. Ils sont allés voir les voisins. Ceux-ci voulaient les dénoncer, dire qu'ils cachaient des enfants juifs. Mais Jeanne, qui était la plus douce des femmes, les a menacés avec une fourche de les tuer un par un s'ils parlaient. Oh, ils n'ont jamais osé dire quoi que ce soit. Quand Théodore racontait cette histoire, il avait toujours le fou rire en imaginant sa douce Jeanne prendre une fourche. Waouh, une sacrée femme, murmura admirative Marie. Certains ont pris peur. Malgré les supplications de Jeanne et Théodore, ils ont préféré reprendre la route. Ma mère est la seule qui n'a pas voulu repartir. Nous sommes donc restés à 4, cachés dans cette pièce, jusqu'à la fin de la guerre. Et tout ça grâce à votre famille, dit-elle en pressant les mains de Ted. Vous savez, les autres ont été pris par les Allemands peu après. Beaucoup moururent dans les camps. Et Théodore, cela l'avait tellement peiné. Mais vous avez dit que vous aviez fait pleurer Théodore. Pourquoi? Oui, dans les années 50, on a créé le titre de juste. On remettait alors une médaille et un certificat. Lucie ouvrit la fameuse boîte et sortit le document et la médaille. C'est quoi ça? Demanda surprise Marie en regardant la médaille de plus près. Il est marqué pour honorer un juste. Oui, un juste est une personne qui a aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale au péril de sa vie. C'étaient de véritables héros, bien souvent des gens très simples qui n'ont pas hésité à mettre leur vie et celle de leur famille en danger pour aider et sauver des Juifs. Alors j'avais fait la démarche pour lui, mais Théodore n'en voulait pas. Il disait que ce qu'il avait fait, c'était juste être humain, que tout le monde en aurait fait autant. Mais non, c'est faux. C'était un véritable héros. Alors, quand il a appris qu'ils avaient tous été arrêtés, je l'ai vu pleurer de désespoir, et il s'en voulait tellement qu'il croyait ne pas mériter cette médaille. Depuis ce jour-là, je l'ai vu changer. La morosité ne le quittait plus. Il se sentait si coupable, alors qu'il avait tant fait pour nous. La vieille Lucie se tassa, éprouvée par ce récit et tous les souvenirs qui l'assaillaient. Ted la raccompagna chez elle en silence avec Marie. Sur le chemin du retour, Marie glissa sa main dans la sienne pour le réconforter. Je comprends mieux le changement de style dans ces tableaux. Il s'en voulait. Oh, c'était un sacré bonhomme. Tu peux être fier de lui, Ted. Théodore. Quoi, Théodore? Mon vrai prénom est Théodore. Théodore? Oui, je sais. Comme je trouvais cela plutôt vieillot, j'en avais honte. Déjà que tu me trouvais ringard, trop sérieux, ennuyeux à mourir, si tu avais su mon prénom, tu t'en serais bien moqué. Marie se mordit à les lèvres. C'est vrai qu'elle ne l'aurait pas raté. Avait-elle été cette fille si superficielle? Aujourd'hui, elle semblait à des années-lumière.
En souriant, elle se tourna vers lui. Alors, enchanté, Théodore. Je trouve que c'est un prénom superbe, celui d'un héros. Tu peux en être très fier. Théodore hocha la tête. Elle vit dans son regard une émotion intense. Il s'approcha doucement, glissa de nouveau sa main dans la sienne et l'attira contre lui. Eh, je croyais qu'on devait respecter au moins 1 mètre. Il pouffa de rire. Si tu avais dû être contagieuse, et moi aussi, nous le saurions. Avec Lucie, nous sommes seuls à des kilomètres à la ronde. Ils arrivèrent devant la porte d'entrée. Théodore la regarda avec gravité. Il prit son visage entre ses mains et passa ses pouces sur ses joues. Marie en eut le souffle coupé. Cela envoyait des myriades d'étincelles incandescentes dans tout son corps. Elle fronça les sourcils. Serait-ce un des premiers symptômes du virus? Bien sûr que non. Cela faisait des jours qu'elle sentait monter entre eux une tension qui n'avait rien à voir avec le confinement. Dis oui, murmura-t-il à son oreille. Il commença à lui lécher le lobe et Marie dut s'humecter les lèvres. Avait-il posé une question? Son cerveau était sur off. Pas moyen de réfléchir. Ses neurones se liquéfiaient. Elle ne put que hocher la tête. De toute façon, elle n'avait pas envie de lui refuser quoi que ce soit. Il la souleva et grimpa prestement les escaliers. Ébahie, elle le regarda faire, sans pouvoir prononcer un seul mot. Il l'entraîna dans sa chambre et ouvrit la porte de sa douche. Marie haussa les sourcils en le fixant. Nous allons en prendre une ensemble. Elle pouffa de rire. Ted était de retour, l'homme prévisible qui ne prenait aucun risque. Mais aujourd'hui, tous ces petits défauts qui la hérissaient tant avant, maintenant, ça la faisait sourire. Car elle avait appris à aimer Théodore de toute son âme. Elle sentit son cœur s'arrêter de battre dans sa poitrine, au point d'en devenir douloureux. Oui, pour la première fois, elle reconnaissait aimer cet homme. Elle osait s'avouer cette vérité qu'elle cachait au plus profond de son être. Théodore dut sentir sa crispation. Tu n'en as pas envie, c'est ça? Pas en avoir envie? Marie comprit qu'elle devait le rassurer. Elle mourrait sur place s'il la laissait en plan maintenant. Elle éclata de nouveau de rire, et Théodore se mordit à les lèvres, heureux de voir ses yeux briller de mille feux. Il la déshabilla, en répétant à l'infini à quel point il la trouvait belle. Il rendit hommage à chaque parcelle de sa peau en feu. Marie n'avait jamais connu une telle dévotion. Ted le grizzly avait disparu. Théodore était un homme passionné, amoureux. Elle se pressa tendrement contre lui, se dressant sur la pointe des pieds, puis lécha la base de sa gorge, où son pouls battait follement. Il ne put retenir un gémissement. Alors elle le déshabilla à son tour avec une lenteur diabolique. Sa respiration se fit hachée, mais elle n'accélérerait pas le rythme. Non, pas question. Ce moment devait se figer à jamais dans leur mémoire. Elle pouffa de rire en repensant à Manon, qui y verrait sûrement le syndrome de Stockholm. Qu'est-ce qui t'amuse? Murmura-t-il doucement. Marie lui rapporta les propos de Manon. Il éclata de rire, et sa jolie fossette apparut sur sa joue. Marie était fascinée. Elle n'arrivait pas à le quitter des yeux. Alors il effleura ses lèvres d'un baiser si léger qu'elle crut l'avoir rêvé. Théodore la repoussa doucement sous le jet brûlant, la savonnant avec délicatesse. Ses mains caressaient chaque courbe de son corps. Il dessinait des arabesques sur la pointe érigée de sa poitrine, gonflée de désir. Il se pencha et s'empara de ses lèvres avec frénésie, la soulevant pour l'aimer avec toute la passion que cette femme lui inspirait. Il l'entraîna dans un monde où plus rien n'existait, aucune limite. Elle s'entendit crier, gémir, et sourit en l'entendant à son tour exprimer sa jouissance. Une expression de bonheur absolu emplit son cœur. Mourir de plaisir. Oui, cela avait un sens. Elle le comprenait enfin. Marie sentit une main remonter contre son flanc. Toute la nuit la passion avait fait rage, et ils s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre, épuisés mais heureux. Waouh, cet homme savait embrasser. Il l'avait rendue folle de désir. Dans ses bras, elle se désinhibait, devenait une autre femme. Chaque caresse en appelait une autre. Chaque regard embrasait leur sens.
Ils étaient destinés l'un à l'autre depuis la nuit des temps. Cela faisait peut-être nunuche, mais Marie en était persuadée. Théodore était son âme sœur. Elle le sentit se presser contre son dos, et elle se lova un peu plus contre lui. Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait. J'ai tout aimé chez toi dès le premier jour. Tes cheveux blonds et courts bouclés qui captent la lumière, tes yeux bleus étincelants. Ils sont si brillants, comme si une énergie propre t'animait en permanence. Tu me faisais penser à un petit lutin, joyeux et débordant de vitalité. Hé, dis tout de suite que je suis une naine. Théodore éclata de rire dans son cou. Nous sommes si différents, mais à ton contact, j'ai appris à me détendre, à m'exprimer. Tu sais, dans ma famille, on ne parlait pas beaucoup de sentiments. Oui, dit-elle en se retournant tout contre lui. J'ai l'impression que montrer ses sentiments n'était pas le point fort de ta famille. Et pourtant, ils avaient tous cette passion en eux. Ce sont des gens formidables, extraordinaires, de véritables héros. Et toi, conclut-elle en l'embrassant, tu es mon héros. Les jours suivants, une certaine routine s'installa, mais l'ambiance était différente. Ils se comprenaient d'un seul regard. Théodore était beaucoup plus détendu. Même sa tenue semblait plus décontractée. Marie le trouvait souvent dans l'atelier de son arrière-grand-père. Il s'adonnait à la peinture, qu'il pratiquait avant discrètement, trouvant ce passe-temps futile. Il était doué, très doué, et Marie ne cessait de le féliciter. Il répliquait qu'elle le voyait avec les yeux de l'amour. Le temps s'écoulait dans une bulle de bonheur. Elle avait elle aussi décidé de se mettre à l'écriture. C'était sa passion depuis toujours, mais, faute de temps, elle avait remisé son rêve aux oubliettes. Ce confinement, dans le fond, leur permettait de se découvrir réellement. Un matin, toute fière, elle posa la pile de feuilles à ses côtés, toute heureuse d'avoir écrit son premier roman. Ce fut la voix de Théodore qui la fit sursauter. Il se tenait, les bras croisés, appuyé contre le chambranle. Qu'il était beau. Elle ne se lassait pas de le regarder. Très grand, musclé, mais pas trop. Ses traits s'étaient adoucis. Son regard chocolat la faisait fondre à chaque fois qu'il se posait sur elle. C'est fini. Quoi? Qu'est-ce qui est fini? Le confinement, Marie, dit-il en s'approchant pour la soulever et la prendre dans ses bras. Les 45 jours viennent de s'achever. Ils l'ont annoncé à la télé. Marie sentit son cœur se décrocher et tomber dans ses chaussettes. Fini. C'était fini. Sa bulle de bonheur éclata subitement, lui serrant la gorge. Qu'allait-il se passer? Était-ce une parenthèse dans leur vie qui s'achevait? Allait-il redevenir Ted le Grizzly? Non, elle n'y survivrait pas. Elle ne pouvait imaginer le croiser chaque jour sans pouvoir le toucher, l'aimer, sentir son parfum unique qui annihilait son cerveau et ses sens. Théodore dut percevoir son trouble. Il la repoussa légèrement, fixa son regard intensément. Il se mordilla les lèvres comme s'il cherchait ses mots. Oh non, par pitié, pensa Marie, ne me dis pas que tout est fini, que nous devons reprendre le cours de nos vies. Si ce satané virus ne l'avait pas tuée, une telle annonce aurait raison d'elle. Jamais elle ne pourrait oublier ce qu'elle avait vécu dans cette adorable maison cachée au fond des bois. Bon, d'accord, elle n'avait pas toujours vu son potentiel, mais aujourd'hui, elle adorait vivre ici, auprès de lui. Elle trouvait un charme fou à cette maison. Marie, Aïe, il hésitait. Ce n'était pas bon. Marie se mordit la joue. Ne surtout pas pleurer. Elle survivrait. Ou pas. Mais au moins, qu'elle sauve sa dignité. Oh, et puis elle s'en fichait de sa dignité. Elle l'aimait à la folie. Une larme coula sur sa joue. Flûte, quelle grosse nulle. Voilà qu'il allait avoir pitié d'elle. Il essuya délicatement avec son pouce. Prit une grande respiration. Non, je t'en prie, ne pleure pas. Ce n'est déjà pas facile pour moi. Je je voulais te dire que je ne rentrerai pas sur Paris. Marie s'arrêta de pleurer immédiatement. Quoi? Il allait l'abandonner directement comme ça? La renvoyer seule? C'était pire que dans tous ses cauchemars. Une petite voix lui disait qu'au moins elle ne le croiserait pas tous les jours au travail. Sans pouvoir le toucher et l'aimer, cela serait peut-être plus facile. Mais non, rien ne serait facile loin de lui. Elle le fixa intensément, comme si elle essayait de graver chacun de ses traits. Il lui avait dit un jour que
Ce virus changerait leur vie à jamais. Oh, il n'avait pas tort. Mais jamais elle n'avait imaginé qu'il ferait exploser son cœur, le réduirait en miettes. Elle étouffait et ne pourrait pas rester encore longtemps sur ses jambes qui flageolaient de plus en plus. Tu sais, reprit-il, ici j'ai compris que se trouvaient toutes mes racines. Avec ma formation, je peux travailler de chez moi, me mettre à mon compte. Je veux faire connaître ce lieu. Théodore était un héros. Je veux lui rendre hommage, chaque jour de ma vie. Marie hocha la tête. Oui, elle le comprenait si bien. Mais pas sans toi, Marie. Quoi? Qu'avait-elle entendu? Oui, reprit-il. Il n'y a qu'une personne avec qui je veux être confiné jusqu'à mon dernier souffle, et c'est toi. Marie ouvrit grand les yeux. Son cœur venait de s'arrêter. Moi? Tu es sûr? C'est pas le syndrome de Stockholm, hein? Tu es certain que c'est bien moi que tu veux? Il éclata de rire et l'embrassa avec passion. Oui, mon petit lutin, effronté, amusant, pétillant et incroyablement passionné au lit. Eh, ne me réduis pas qu'à ça, Ted le grizzly. Il redevint sérieux, prit son visage entre ses mains chaudes et douces. C'est toi, et uniquement toi, depuis toujours. Reste à mes côtés. Aime-moi autant que je t'aime, et ce jusqu'à la fin de notre très longue vie. Ah, oui, 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 je veux bien rester confinée avec toi pour toujours, dit-elle, les yeux pétillants de bonheur en se jetant dans ses bras. Marie fit tomber la pile de papier qui trônait sur son bureau. Théodore se redressa lentement, sans la quitter des yeux. C'est ton roman? Tu l'as fini? Oui, mais pas grave, je le ramasserai plus tard. Embrasse-moi encore pour être sûr que ce n'est pas un rêve. Théodore s'empressa d'obéir à la femme de sa vie. Puis il la regarda avec tendresse. Tu n'as jamais voulu me dire quel était le sujet de ton livre. C'est quoi le titre? Marie prit son air espiègle, se baissa pour assembler ses feuilles et les tint contre son cœur, puis tout doucement retourna la première, sur laquelle le titre s'écrivait en majuscules. Confiné avec un inconnu. Théodore resta muet une seconde avant d'éclater de rire. Il la reprit dans ses bras. Je n'aurais pas pu trouver mieux. En plus, une histoire qui finit bien, comme j'aime. Marie était bien d'accord avec lui. Théodore avait bien raison. Il lui avait dit que ce confinement changerait bien des vies. Jamais elle n'aurait pu rêver un tel bonheur.